Ce segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. Bon, alors il faut s'endetter, là. Il faut s'endetter. Non, justement, il faut pas s'endetter ou il faut s'endetter. Si on s'endette, c'est pour acheter quelque chose qui nous permet de faire de l'argent. Mais ce que je veux revenir à la base et l'essentiel parce que j'ai beaucoup de cours que j'enseigne justement aux gens au niveau du lancement d'une entreprise. Et un des aspects clés du lancement d'une entreprise, je crois que les gens sont pas au courant. Donc, je partageais avec le grand public justement pour leur parler de l'importance du crédit, même en affaires. Parce que si vous avez un crédit qui a eu des problématiques, ça va vous suivre même si vous lancez une compagnie. Souvent, les gens disent, bon, ben, je lance une compagnie, fait que c'est le crédit de la compagnie. Non. Le crédit de la compagnie se développe, mais pour qu'il s'enracine, il faut que vous le portez, ce crédit-là. Donc, la compagnie fait affaire sur votre crédit personnel au départ et éventuellement le crédit de la compagnie. Donc, au départ, il faut avoir un bon crédit lorsqu'on se lance en affaires. Le crédit, Steve, est important à tous les niveaux de notre vie, on est au courant. Il est particulièrement important dans le cadre de la progression de notre entreprise. OK? Il y a 3 niveaux, je vous dirais qu'il y a un impact majeur du crédit sur notre entreprise. Premier niveau, la mise de fonds. OK? Ou le fonds de roulement de départ. Lorsqu'on part une entreprise, on a besoin d'argent. OK? Le deuxième niveau, Steve, c'est les garanties personnelles qui doivent être données. Parce que les banques sont pas folles. Ils demandent tout le temps des garanties personnelles. Oui. OK? Et plus qu'il n'en faut. Plus qu'il n'en faut. Et finalement, dans le cadre des hypothèques qu'on doit avoir, qu'on doit prendre des fois pour faire des affaires. OK? La mise de fonds, Steve. Si vous comptez avoir des investisseurs dans votre projet d'affaires, il est fondamental que vous ayez investi vous-même dans votre projet. Donc, même si vous avez un très, très bon projet, il y a personne qui va vous prêter 100% de la mise de fonds. Du montant que ça prend. Non. Il faut que vous ayez, vous, la capacité de mettre une partie. Un 20, 30, 40% un pourcentage. Un pourcentage. Oui. OK. Vos économies vont vous permettre, justement, de faire un petit bout. Après les économies, il y a d'autres manières que vous pouvez faire pour avoir le reste de cet argent-là. Mais toutes les manières passent par votre bon dossier de crédit. Si vous décidez d'aller à la banque pour un prêt, par exemple, un prêt personnel, la banque va demander que vous ayez un bon dossier de crédit. Si vous décidez de refinancer votre maison, par exemple, vous êtes propriétaire, vous voulez refinancer votre maison, ben à ce moment-là, la banque va exiger que vous ayez un bon crédit pour le faire. Fait que dans tous les cadres, vous êtes obligé d'avoir un bon crédit si vous n'avez pas la mise de fonds complète. Donc, si vous avez 100 000 $ qui traînent en dessous de votre lit, à ce moment-là, peut-être que ça va être plus facile, mais si vous êtes comme le commun des mortels, ça va être difficile si vous avez un mauvais crédit. Donc, quand vous avez un projet de vous lancer en affaires... Tout est question de crédit. Définitivement. C'est le crédit. Définitivement. Donc, quand vous avez un projet de vous lancer en affaires, il faut que vous regardiez aussi votre crédit parce que l'un va avec l'autre. Deuxième élément. Après, on a parlé de la mise de fonds. Ben, on n'a pas fini la mise de fonds. Par exemple, même si vous avez des économies actuellement, vous les investissez, lorsqu'il y a une nécessité de réinvestir. Donc, l'entreprise veut prendre l'expansion, elle a besoin de plus d'argent. Il faut que vous empruntiez. Si vous voulez emprunter, il faut que vous ayez un bon crédit. Oui. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir emprunter, même si votre entreprise va bien. Et c'est le propre de beaucoup de gens que l'entreprise va très bien, mais dans le passé, ils ont fait des folies avec leur crédit personnellement. Et quand ils arrivent au niveau du réinvestissement pour l'expansion de l'entreprise, ils n'ont pas les fonds. Oui. Donc, l'entreprise stagne à cause de ça, même s'il y a une très bonne idée. Ou ils doivent s'adjoindre des associés. Des associés, bien sûr, pour pallier à ça. Possibilité d'avoir du crédit, là. Mais ils choisissent l'associé en fonction de ses capacités de mettre de l'argent dans l'entreprise et non en fonction de la compatibilité. Ou bien l'intérêt peut-être aussi pour ce type d'entreprise de l'autre. Oui, c'est un investissement, ça marche. Oui, mais peut-être. Mais c'est un mariage. Lorsqu'on a un associé, c'est un mariage, Steve. Fait que si vous aimez l'argent de votre associé, mais vous ne l'aimez pas personnellement, ça va être longtemps. Oui. OK? Oui. Deuxième élément, Steve, les garanties personnelles. Longtemps. Les garanties personnelles, par exemple. La banque. Lorsque vous décidez de lancer une entreprise incorporée, par exemple, la théorie vous dit, bon, c'est une personne morale. Donc, l'entreprise, elle rédige des contrats, elle fait des emprunts, elle achète elle-même ces choses, et c'est pas vous. Vous mettez une mise de fonds dans l'entreprise, mais c'est pas vous, c'est séparé de vous. Ça, c'est la théorie, Steve. En pratique,
OK? Le promoteur de l'entreprise incorporée, quand il commence, la banque lui demande des garanties personnelles. Donc, même si vous faites le contrat sur le nom de l'entreprise, il vous demande de vous engager légalement pour l'entreprise. Bon, ça dépend du niveau aussi, là. Par exemple, je présume que McDonald's, là, qui a besoin d'argent, là, écoute, c'est ça. la banque va pas lui demander de... Mais c'est ça. C'est ça qui est merveilleux avec le fait que vous soyez incorporé. C'est que les garanties personnelles ont une date de péremption. En fait, c'est pas à vie. Quand l'entreprise a des actifs et commence à générer beaucoup de profits, alors là, la banque vous permet d'enlever vos garanties personnelles. La banque vient te chercher. Oui, la banque te dit, m'apprête encore, papa. Oui. Ça veut dire, donc c'est important au départ. Là, on parle de lorsqu'on lance une entreprise. On n'est pas connu ou bien. On n'est pas connu. Là-bas, il faut à ce moment-là qu'on ait les capacités d'avoir des garanties personnelles pendant le temps que l'entreprise prend son élan. Okay. Après son élan, nous, belles garçons, belles petites filles, c'est correct. OK? Autre élément, Steve. Et ça, c'est encore plusieurs personnes qui m'en parlent. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets de faire des ressources intermédiaires. Les ressources intermédiaires, c'est tu achètes le bâtiment, puis le gouvernement te confie des patients. Soit ils sont handicapés, ou soit sont... Comment on appelle ça? Des ressources intermédiaires. Ah bon? Okay. Donc, le gouvernement te confie des enfants handicapés, oui. Et c'est toi qui offres le service au lieu du gouvernement. OK? Et il te paye pour ces pensionnaires-là. Oui. De même manière pour des sous-traitants. C'est ça, exactement. Ou pour pas des adultes, non, mais des aînés qui ont de mobilité. Exactement. Oui. À ce moment-là, ils offrent ces services-là. Mais, avant d'avoir cette business-là, vous devez avoir l'endroit pour que ces patients-là puissent habiter. Oui. Et on s'entend, si vous voulez recevoir 6 patients, chacun doit avoir leur chambre. Oui. Donc, on parle d'une résidence avec au moins 6 portes. 6. En top, moi, combien ça coûte une résidence qui a au moins 6 portes? C'est très cher, là. On parle de 400, 500, 600 en montant. Oui. Donc, si on n'a pas les capacités personnelles pour mettre le down payment et ensuite être capable d'avoir l'hypothèque et ensuite de recevoir les patients et ensuite le revenu, on ne sera pas capable de faire l'équation. La première étape de l'équation, c'est être en mesure d'acheter un bâtiment pour recevoir ces patients-là. Oui. Sans compter l'équipement aussi, parce que ça prend des équipements bien spéciaux. Donc, tout ça, on parle du crédit. Si vous pouvez avoir la meilleure idée au monde, je veux faire ça, puis ça c'est une bonne idée, on vous montre un projet, puis tout ça, le projet sur papier va bien, puis on vous demande, votre crédit il est comment? Ah mon, j'ai un mauvais crédit. Ouais. Ben tout ça vient de s'écrouler. Oui. OK? Même vos associés, vous pouvez à ce moment-là avoir des associés uniquement pour la bâtisse, et non pas le service que vous rendez, OK? Mais l'associé, lui, qui va acheter l'immeuble, il est partenaire, c'est un associé. Il faut que vous ayez la capacité de supporter une partie du risque, vous aussi. Définitivement. Et si vous avez un mauvais crédit, vous ne pouvez pas supporter votre partie. Tu peux passer à l'étape suivante. Définitivement. Donc, dans les 3 éléments qu'on vous a démontrés, le crédit est indéniable et le bon crédit est nécessaire et indéniable. Et je vais vite parce que je vois que tu regardes l'heure. Non. Et avoir un bon crédit vous permet à ce moment-là d'avancer dans votre projet d'affaires. Ne laissez pas votre crédit être un frein au développement de votre entreprise. Corrigez-le si vous pouvez avant de vous lancer en affaires. C'est plus facile. Si vous voulez avoir justement une façon de corriger votre crédit ou même de vous lancer en affaires, il y a un seul numéro, c'est le 514-374-6800. Capital Plus a la solution pour vous. C'est Greg Excellence. Je vous rappelle que ces chroniques sont publiées, sont transmises via Facebook. Facebook, LinkedIn, bientôt Instagram et vous allez voir très bientôt des séminaires qui vont être sur le web justement. C'est parti pour la gloire. Oui, il faut. Il faut. Tu sais, pour revenir à l'excellence haïtienne qu'on a vue, il faut se mettre à fond dans ce qu'on fait. Oui. OK. Et je sens que tu vas à fond. Non, mais à 100 000 à l'heure. J'avoue que j'ai été réinspiré récemment, justement, par des gens qui ont été à fond dans qu'est-ce qu'ils ont fait pour le bénéfice d'un grand nombre d'individus.
Et ça, c'est tellement inspirant que ça se manifeste même, justement, dans les affaires, dans notre famille, dans tout ce qu'on fait en tant que tel. Finalement, là, comment ça s'est passé, les fonds qu'on ramassait pour les sinistrés, les gens qui ont eu les pieds dans l'eau? On n'a pas d'idée au final? Oui, je crois que c'est $6,000 qui a été ramassé. Justement. Oh! Oui. 6,000 $. J'ai pas le montant exact, mais c'est aux alentours de $6,000. Et ça, Steve, c'est avec l'organisation d'une semaine. Oui. Donc, ce que ça nous démontre, c'est que nous avons collectivement la capacité de faire des grandes choses, et ce, très rapidement. Il suffit d'avoir une bonne dose de volonté. Oui. Structure, volonté, et puis de travailler ensemble. Définitivement, la cohésion, Steve. J'étais dans une rencontre de planification juste avant, et on parlait justement c'est bien maintenant qu'on ait beaucoup d'idées. Okay? Il y a beaucoup d'idées qui pullulent, puis tout ça, mais c'est la première étape, avoir beaucoup d'idées. Okay? Ensuite, il faut cultiver les idées. Et si on veut pas se nuire entre nous, il faut qu'on développe une cohésion, oui, bien sûr, en tant que telle. Oui. Tu veux faire un type de projet, je veux faire ce type de projet-là, ça coûte 500 000 faire ce genre de projet-là, on nous fait l'ensemble. Mettez-nous ensemble. Mettez-nous ensemble, la plus facile pour moi, la plus facile pour moi, et ça va aller plus rapidement. Il y a un proverbe qui dit ensemble. On seul nous fort. On seul nous faible. Oui. Ou bien, je rappelle de qui ça? Oui. On va rester hors politique, mais pour faire pas une parabole, mais un lien avec Steve Hanna, ils ont sur le douette pas qu'à manger qu'à la loup.